Alors, tout d'abord, je voudrais bien sûr vous remercier d'avoir répondu favorablement à l'invitation de Banque El Maghreb pour cette conférence de presse qui est dédiée donc à la présentation du rapport annuel de la supervision bancaire pour l'année 2020. Et à cette occasion, je vous souhaite également un Eid Mubarak Saïd, b'sha ou b'l'afia. Donc, vous allez avoir, après ce point de presse, on va vous remettre des clés USB dans lesquelles vous allez trouver le dossier de presse. Donc, vous allez y trouver le communiqué en langue arabe et en langue française. Vous allez trouver également ce support de présentation qu'on va dérouler tout de suite. Et puis, vous allez avoir aussi une version électronique du rapport de la supervision bancaire donc pour l'année 2020. Voilà. Donc, comme vous le savez, ce rapport, il s'inscrit dans une année qui est exceptionnelle, l'année 2020, qui était une année de crise pandémique, qui était marquée par le virus Covid-19, et donc avec toutes les mesures restrictives qui ont été décidées par les gouvernements pour juguler la propagation du virus, et qui n'ont pas manqué d'avoir des conséquences économiques majeures à travers le monde et également dans notre pays. Donc nous allons essayer de faire à travers ce rapport le bilan de cette année, en tout cas du point de vue du régulateur et du superviseur bancaire, plus spécifiquement donc en ce qui concerne le secteur bancaire. Donc je pense qu'il faudrait que je précise que le rapport va être mis en ligne également sur le portail de Banque El Maghreb à l'issue de cette conférence, et également à travers les différents canaux digitaux de la Banque centrale. Voilà, donc si vous le voulez bien, on va dérouler donc la présentation. Donc comme à l'accoutumée, notre rapport n'a pas changé en termes de structure. Il est organisé en 5 chapitres, avec une mise au point sur les principaux développements en matière de structure du système bancaire. On va voir également comment l'activité et la rentabilité des établissements se sont comportés au cours de l'année 2020, une mise au point sur l'évolution des risques, les principaux développements en matière législative et réglementaire. Donc nous avons au total 91 établissements de crédit et organismes assimilés qui sont sous notre supervision, ce qui veut dire un établissement de plus que l'année dernière. Il s'agit donc d'un établissement de paiement qui a été donc agréé par la Banque centrale pour exercer les services de paiement adossés à des comptes de paiement. En termes d'analyse des parts de marché des banques conventionnelles, si on la mesure en termes de total actif, là aussi, globalement, les grandes répartitions n'ont pas vraiment changé. Il y a eu un léger glissement entre la part de marché des banques à capital privé marocain, qui est à 64%, en faveur des banques à capital majoritairement public, qui sont à 20%. Les banques à capital intérêt étranger sont restées globalement stables autour de 16%. Ce même glissement, on l'observe au niveau de la stratification du marché par taille de banque, avec les 3 plus grandes qui représentent 63%, donc légèrement moins que l'année dernière, et les 5 premières qui représentent 78% de parts de marché. Alors, en termes d'infrastructures bancaires et plus particulièrement de réseaux et de points d'accès aux services financiers, ce qu'on observe est assez différencié selon les acteurs. Donc, en ce qui concerne les banques, on observe une rationalisation du réseau d'agences bancaires. Comme vous pouvez le constater, nous sommes à 6510 agences bancaires, ce qui représente 29 unités de moins par rapport à l'année précédente, dans un contexte où les banques accélèrent les canaux digitaux. Également, nous voyons que le réseau des guichets automatiques bancaires est à 7734 GAP, donc plus 121 unités par rapport à l'année dernière. Par contre, au niveau des agents des établissements de paiement, comme vous le savez, nous avons agréé une vingtaine d'établissements de paiement entre 2017 et 2018. Et maintenant, nous voyons le résultat au niveau du réseau, puisque le réseau des agents d'établissements de paiement a progressé de presque 6000 unités en 2020
donc exactement 5 911 unités. Il s'agit là d'agents qui sont en même temps soit des agents propres, soit des mandataires, des agents mandataires des établissements de paiement. Donc on est sur un réseau de pratiquement 12 000 unités à fin 2020, ce qui représente maintenant pratiquement un réseau beaucoup plus étendu que le réseau des agences bancaires à proprement parler. Nous avons également le réseau des associations de microcrédit qui, lui, s'est établi à 1770 unités, moins 17 par rapport à l'année dernière. Et il faut savoir que c'est je dirais, un compartiment qui a aussi subi les impacts de la crise de manière importante. En termes d'ouverture de comptes bancaires, nous avons pu constater qu'ils sont restés dynamiques dans un contexte de crise pandémique. Donc au total, nous sommes presque à 30 millions de comptes bancaires qui sont ouverts à fin d'année et c'est pratiquement 2 millions de comptes qui se sont ajoutés sur l'année 2020. Quand on analyse qu'est-ce que ça représente en termes de taux de détention de comptes bancaires par des personnes adultes, eh bien, on constate que 53% des adultes qui ont donc supérieur à l'âge de 15 ans, eh bien, il y a 53% de ces adultes qui ont au moins un compte bancaire. Donc, ça représente 100 points de base de plus que l'année dernière. Et donc, on voit, en neutralisant là aussi la multibancarisation et en enlevant les Marocains résidant à l'étranger pour se concentrer uniquement sur les particuliers qui résident au Maroc, nous avons pour les femmes un taux de détention de 40% et pour les hommes, un taux de détention de 67%. Donc, ça vous donne quand même une idée de taux de détention des comptes bancaires. En termes de nombre de comptes détenus par des hommes et des femmes, bien 10,5 millions de comptes sont détenus par des femmes et 19,3 millions de comptes bancaires sont détenus par des hommes. Alors toujours dans le paysage bancaire, nous faisons un point sur la situation des implantations à l'étranger. Ici, il n'y a pas de changement en 2020, c'était une année de crise. Donc nous sommes toujours sur une présence au niveau de 35 pays à l'étranger, dont 27 au niveau du continent africain, 7 pays en Europe et une implantation en Chine. Voilà, on en arrive maintenant à l'activité et on va commencer par le crédit bancaire. Ce que vous pouvez constater dans ce slide où on essaie un petit peu de présenter les différentes facettes du crédit bancaire pour ces dernières années, on voit que globalement, et c'est le graphique en haut à gauche, on voit que globalement, le crédit bancaire a pu se maintenir. Il y a donc une croissance positive du crédit bancaire au cours de l'année 2020. Cette croissance positive du crédit bancaire au cours de 2020, qui était une année de crise, on aurait pu s'attendre à une contraction du crédit, a pu être réalisée principalement grâce aux mesures de soutien qui ont été décidées par les autorités, notamment à travers le comité de veille économique et plus particulièrement les prêts garantis d'Aman. Et d'ailleurs, on fait bien ressortir au niveau de notre graphique les encours du crédit d'Aman. C'est pratiquement eux qui, je dirais, soutiennent le plus l'évolution du crédit. Alors, donc ça fait globalement une progression de 4,1% en 2020. Quand on l'analyse par agent économique, eh bien, on voit que pour les entreprises privées, ils ont bénéficié d'une croissance de crédit de 5%, donc relativement dynamique. Et quand on voit les ménages, on voit un ralentissement pour l'année 2020 de 1,8%. Alors comment s'explique ce ralentissement? Ce ralentissement s'explique principalement par la période de confinement général qui a été décidée sur le deuxième trimestre de l'année 2020, où les crédits à l'habitat et les crédits à la consommation se sont contractés compte tenu justement de ce contexte pandémique. À partir de la réouverture, je dirais de la levée de la restriction sanitaire qui concerne le confinement, on a vu une petite reprise essentiellement du crédit à l'habitat qui s'est accélérée au troisième et au quatrième trimestre et qui s'est poursuivie au cours du premier semestre 2021.
Quand on analyse en bas, le graphique d'en bas, on voit la répartition et l'évolution du crédit par objet économique. Et là aussi, c'est intéressant de voir ce qui se passe. Donc, le crédit de trésorerie, ça a été le crédit qui a soutenu le plus l'évolution des prêts bancaires. Bien évidemment, ça se comprend parce que au moment de la crise, ce qu'il fallait, c'était subvenir aux besoins de trésorerie à travers les facilités d'Aman, que ce soit pendant la période de confinement à travers d'Aman Oxygène ou que ce soit à travers d'Aman Relance pour la reprise de l'activité post-confinement. Et donc, on a eu une progression de pratiquement 9% du crédit de trésorerie sur l'année 2020. En revanche, les autres crédits octroyés aux entreprises, qu'il s'agisse du crédit à l'investissement, crédit à l'équipement ou bien le crédit à la promotion immobilière ou à la facturage, ont eux subi des baisses qui sont bien sûr liées à ce contexte où l'investissement n'était pas la priorité pour les entreprises affectées par la crise. Quand on regarde en détail le crédit accordé aux ménages entre habitat et consommation, on retrouve ce que j'ai mentionné, c'est-à-dire que le crédit à l'habitat a finalement terminé l'année avec quelque chose de l'ordre de 2%, donc quand même une progression positive, assez intéressante, mais qui s'accélère par la suite à travers donc, différents facteurs explicatifs, notamment un effet rattrapage, des incitations gouvernementales en matière fiscale et aussi des efforts promotionnels par les promoteurs immobiliers pour liquider les stocks. En ce qui concerne le crédit à la consommation, c'est un crédit qui s'est contracté à moins 4,5%, clairement en lien avec l'évolution des risques sur ce segment qui n'est pas collatéralisé comme le crédit à l'habitat. Alors, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, il y a toutes les mesures de soutien qui ont été décidées par le comité de veille économique. Donc là, dans ce slide, on vous fait un bilan à fin 2020 de ces différents programmes et de ces différentes mesures de soutien qui ont été décidées, que ce soit en ce qui concerne les moratoires de crédit. Je rappelle que le comité de veille économique a permis à ce que les banques octroient des moratoires sur crédit pour les ménages et les entreprises qui ont été affectés par la crise, que ce soit en ce qui concerne le programme Oxygène, le programme Relance, et on fera également un point sur le programme Intelara. Alors, en ce qui concerne les crédits ayant bénéficié de moratoires, depuis le début de la crise, les banques donc, et les établissements de crédit, d'une manière générale, ont accordé des moratoires dans le sillage de la décision du comité de veille économique. Ça a concerné 472 000 particuliers pour un encours concerné de 66,7 milliards de dirhams. Il y a eu également pour les entreprises 33 000 bénéficiaires pour un encours concerné de 51,4 milliards de dirhams. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'après la première phase de moratoire décidée par le comité de veille économique, les banques et les sociétés de financement ont examiné au cas par cas certains dossiers dans le cadre de renouvellement ou de prorogation qui sont liés soit au secteur d'activité, soit à la situation spécifique du ménage ou de l'entreprise concernée. Donc la photo que nous avons en ce qui concerne le taux de normalisation de ces moratoires de crédit est de 68%. 68% de l'encours a été normalisé. Pour le reste, nous avons tout d'abord des crédits qui sont toujours en moratoire, donc dont l'échéance du moratoire n'est pas encore échue. Nous avons des crédits qui présentent un impayé ou deux, mais qui ne présentent pas encore les critères de défaut pour pouvoir être déclassés. Nous avons les crédits qui ont été restructurés, c'est-à-dire qu'ils ont fait l'objet d'une renégociation des conditions financières avec les banques à travers le délai, le taux et d'autres paramètres concernant l'encours. Et enfin, nous avons les crédits qui ont été classés en défaut parce que respectant les critères de déclassement de Banque El Maghreb qui sont définis de manière réglementaire. Alors, en ce qui concerne le programme Oxygène, donc programme Oxygène que je rappelle qui était échu à la fin de la période de confinement général
et donc qui a donné lieu ensuite au programme Relance. Alors ce programme Oxygène, il a concerné 49 500 entreprises pour un encours de 17,7 milliards de dirhams. Ce qui est intéressant de voir dans ce programme-là, c'est le sort qui a été réservé à ces crédits à la fin de l'année 2020. Donc, comme vous le savez, ça c'est un programme qui prévoyait à ce que, à la fin de l'année 2020, le crédit de trésorerie, selon l'option qui était donnée aux clients, pouvait soit être remboursé, soit être transformé en un crédit moyen terme, remboursable donc sur plusieurs années. Nous avons ici le chiffre qui concerne le taux de transformation du programme Oxygène. Donc, la majorité, l'essentiel de cet encours a été transformé en crédit moyen terme, donc à hauteur de 94%. Le reliquat ayant été remboursé par les emprunteurs l'ayant souhaité. En ce qui concerne le programme Relance, donc là je vous donne les chiffres à fin juin 2021, donc ils sont encore plus récents que ceux que nous avons dans le rapport. Donc, en ce qui concerne le programme Relance, il a concerné une population de 50 100 entreprises, avec un encours de 44,3 milliards de dirhams. Donc, je rappelle que c'est un programme qui concerne aussi bien la GE, la PME, la TPE que l'ETI, que l'entreprise de taille intermédiaire, contrairement à Oxygène qui était spécifique pour la PME et l'ETI. Donc pour Crédit Relance, nous allons avoir finalement la même procédure, c'est-à-dire qu'à la fin de ce programme, nous allons voir comment les emprunteurs vont décider de donner suite à ce crédit de trésorerie, soit à travers un remboursement, soit à travers une transformation. Et donc là, nous attendrons les prochaines semaines pour voir comment vont s'exprimer donc les emprunteurs vis-à-vis du secteur bancaire. En ce qui concerne le programme Intelaqa, là aussi sur les données de fin juin 2021, nous avons 26 500 bénéficiaires, porteurs de projets bénéficiaires, pour un encours de 5 milliards de dirhams. Et nous avons donc 16% de ce programme qui a bénéficié à des porteurs de projets femmes. Et également, nous avons 16% de ces projets qui ont été financés au niveau du milieu rural. Donc, des segments qui étaient aussi des segments importants dans le cadre de ce programme qui a été mis en œuvre. Alors, on va arriver maintenant aux dépôts. En ce qui concerne les dépôts, le fait majeur, c'est que nous avons observé une accélération de la collecte. Donc, une accélération de la collecte des dépôts à vue, et cela dans un contexte de baisse de la consommation des ménages qui peut être mise en parallèle avec le contexte de la crise, le confinement, et donc davantage de préférence des ménages pour les liquidités plutôt que pour des achats ou pour des investissements. Donc, ce qu'on observe, c'est que les dépôts à la clientèle ont progressé de 5%. D'ailleurs, ils ont dépassé la barre des 1000 milliards de dirhams de dépôts bancaires. Nous sommes à 1003 et 1006 en mai 2021. Et quand on regarde, je dirais, par agent économique, on constate que les différents agents économiques ont enregistré une hausse au niveau de leurs dépôts. Donc, il n'y a pas de situation différenciée. Au niveau des particuliers, la progression a été de 6,1%, les particuliers résidents, j'entends. Au niveau des Marocains résidents à l'étranger, on a eu une bonne résilience pour l'année 2020, qui était pourtant une année de crise où les Marocains résidents à l'étranger ont pu être eux-mêmes confrontés à des difficultés au niveau économique dans leur pays de résidence. Et donc, on a eu quand même une progression de 2,6% des dépôts au cours de cette année. Nous avons également une tendance positive en ce qui concerne les autres agents économiques non financiers, et là, on retrouve essentiellement les entreprises. Quand on regarde les évolutions des dépôts par objet, là, on a une distinction, puisque, comme je l'ai dit, c'est surtout les dépôts à vue qui ont progressé. C'est cette préférence pour la liquidité qui était donc de 10% de progression, tandis que les dépôts à terme ont continué à se rétracter
à moins 9,3%, ce qui peut être mis en lien avec une baisse des taux de rendement, des taux de rémunération donc, de ces dépôts à terme dans le contexte baissier des taux d'intérêt. En ce qui concerne les comptes d'épargne, il y a eu une évolution différenciée dans l'année 2020, c'est-à-dire qu'on a observé au démarrage de la crise et au moment du confinement quand même un certain nombre de retraits sur ces comptes-là pour faire face évidemment aux besoins des dépenses des ménages, mais par la suite il y a eu une reprise sur ces comptes d'épargne et donc nous avons terminé l'année avec un ralentissement autour de 1,9% et les choses reviennent à un niveau plus important avec 2,5% sur l'année 2021 jusqu'à fin mai. Nous allons donc maintenant faire un point sur la rentabilité des banques au niveau social, c'est-à-dire au niveau individuel. Si on regarde le produit net bancaire, donc qui reflète, je dirais, beaucoup plus l'activité en tant que telle, on voit que le PNB est resté relativement flat, autour de 49,5 milliards de dirhams. Donc, à l'intérieur, c'est des évolutions différenciées parce qu'il y a eu une bonne tenue de la marge d'intérêt. Par contre, la marge sur commission a baissé à cause justement de la période de confinement liée au fait qu'il y avait moins d'ouverture de compte, moins de vente de cartes, moins d'activités commerciales. Et au niveau des résultats de marché également, il y a eu des baisses importantes des résultats de marché, en tout cas sur les 2 premiers trimestres de l'année 2020. Comme vous le savez, il y a eu une baisse importante des cours boursiers et il y a eu donc des effets sur les portefeuilles de transactions au niveau du secteur bancaire. Mais globalement, donc, entre le premier semestre et le deuxième semestre, on arrive à une stabilité du produit net bancaire. Quand on regarde le graphique en bas, à gauche, on analyse d'un peu plus près la marge d'intermédiation des banques. Et là, on essaye de voir d'une part comment ont évolué ces différentes composantes. D'une part, le taux de rendement, donc le taux de rendement des emplois qui couvre aussi bien les crédits mais aussi les autres portefeuilles, le coût moyen des ressources et la marge qui en résulte en termes d'intermédiation. Et donc ce qu'on peut voir, c'est que le taux de rendement des emplois a baissé, et ça a baissé de 4,42 à 4,12, donc 30 points de base en moins. Et ça, c'est lié au fait que l'année 2020, c'était une année baissière en taux, c'est qu'il y a eu des crédits qui étaient plafonnés, encadrés, c'était les crédits d'Aman. Donc ça s'est répercuté au niveau du stock global des crédits détenus par les banques. Le coût moyen des ressources a également baissé de 1,33 à 1,21. Là aussi, pour les mêmes raisons, mais pas dans le même niveau parce que la structure des ressources peut être différemment sensible par rapport à l'évolution des taux d'intérêt. Et donc la résultante en niveau de marge, la marge a baissé. Elle a baissé de 3,09% à 2,91%. Donc elle a cédé à peu près 20 points de base. Alors ça, c'est avant le coût du risque. Donc ça, c'est la marge d'intermédiation avant le coût du risque. Alors quand on voit le coût du risque, c'est ce que vous voyez en jaune. Donc le coût du risque, cette année, a, sans surprise, augmenté de manière significative, puisqu'il est passé de 7,2 milliards de dirhams à 12,5 milliards de dirhams. Ça, c'est ce que les banques ont enregistré comme charge liée au risque. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce coût du risque, il a deux composantes. Il a une première composante, c'est le risque avéré, c'est-à-dire que le défaut, il est déjà là, le remboursement, il n'a pas été fait, et donc les banques constituent des provisions pour couvrir ces défauts qui se sont déjà cristallisés. Par contre, il y a aussi un coût du risque que les banques des provisions que les banques constituent de manière préventive, c'est-à-dire qu'elles s'attendent à ce qu'il y ait une hausse de la sinistralité dans les trimestres à venir, et donc à titre préventif, surtout dans une période d'incertitude,
comme l'année 2020, il fallait que les banques constituent davantage de provisions pour faire face à ce risque futur. C'est ce qu'on appelle des provisions pour créances sensibles. Et donc, c'est une demande aussi de la Banque centrale, et donc ce coût du risque reflète un peu ces deux composantes. Au final, le résultat net a baissé de 43%. Donc, globalement, le système bancaire a cumulé un résultat de 6,8 milliards de dirhams contre 12 milliards de dirhams l'année précédente. Alors, nous allons faire un petit point sur la finance participative. En termes de nombre d'agences, nous sommes à 162 pour 131 000 comptes à vue ouverts. En termes de dépôt de la clientèle, c'est le graphique en haut à droite, nous sommes à 4,4 milliards de dirhams de dépôts à vue. Et comme vous le voyez, nous avons une deuxième catégorie de dépôts qui sont les dépôts d'investissement, 1,4 milliard de dirhams, qui sont une nouvelle catégorie qui a été lancée depuis un peu plus d'1 an. Les financements ont progressé à 11,4 milliards de dirhams cette année, à 9,7 milliards de dirhams. On vous a donné aussi le chiffre de mai 2021 qui est de 11,6 milliards de dirhams. Ça, ce sont des financements qui sont essentiellement destinés au financement de logements et au financement de biens immobiliers. Et donc, en termes de rentabilité, bien évidemment, ce secteur a également subi les impacts de la crise. Comme c'était un secteur qui était déjà déficitaire, vu son jeune âge, vu que les banques participatives ont quelque chose comme 3 ans, donc il y a encore des coûts d'exploitation et d'investissement qui sont encore importants par rapport aux revenus. Le déficit est toujours là, mais ce qu'on peut constater, c'est que ce déficit s'est atténué par rapport à l'année précédente. Donc on est à une perte de 351 millions de dirhams contre 425 l'année dernière, donc ça s'améliore, bien que ce soit toujours déficitaire. Et le PNB, comme vous le voyez, il s'améliore de 200 millions à 337 millions, mais il y a encore une marge nécessaire pour pouvoir avoir un secteur qui va avoir des résultats équilibrés à l'avenir. C'est quand même une circonstance difficile pour le secteur d'avoir cette crise pandémique, je dirais, quelques années après son démarrage. Alors maintenant, si on voit la photo consolidée de la rentabilité des groupes, ce qu'on peut constater, donc on a 11 groupes bancaires au Maroc qui consolident leurs comptes. Ce qu'on peut voir, c'est qu'en termes d'activité, le bilan a progressé. Donc il a progressé à presque 1900 milliards de dirhams. Donc là, nous avons toute l'activité, que ce soit l'activité bancaire au Maroc, l'activité des filiales sociétés de crédit spécialisées au Maroc, que ce soit aussi l'activité réalisée à travers les filiales internationales. Le PNB s'est amélioré de 3,5%, essentiellement donc tiré par les autres activités que l'activité banque au Maroc, puisque tout à l'heure on a vu que le PNB était stagnant au Maroc, mais donc il y avait d'autres effets, notamment en ce qui concerne l'activité à l'international. Le coût du risque a fortement augmenté. Comme vous pouvez le constater, on était à 8,8 milliards de dirhams de provisions constituées sur l'année 2019. Les banques ou les groupes bancaires ont dû constituer plus de 20 milliards de dirhams de provisions au titre de l'année 2020 pour couvrir l'ensemble de leurs risques, aussi bien au Maroc, pour les activités bancaires, pour les activités financières spécialisées et à l'international. En ce qui concerne le résultat net part du groupe, il a également baissé de moitié pour s'établir à 6,8 milliards de dirhams contre plus de 14 milliards de dirhams l'année précédente. Donc on a des résultats qui sont en baisse mais qui restent positifs malgré la pandémie et en tenant compte à la fois de la couverture du risque avéré et de la couverture du risque potentiel et latent qui reste à venir, parce qu'on est conscient qu'il y a encore une phase qui est difficile. Et autre paramètre qui peut aussi expliquer cette baisse importante, c'est la contribution des banques au Fonds de solidarité Covid-19 qui a eu lieu l'année dernière, qui avait été constitué pour répondre aux effets de la crise sur l'économie et sur les ménages. Donc en ce qui concerne les activités opérées à l'étranger, ce qu'on peut dire globalement en général, c'est qu'elles ont été relativement moins affectées par les effets de la crise pandémique.
notamment au niveau du continent africain. Jusqu'à fin 2020, la situation épidémiologique dans les pays de présence est restée relativement meilleure qu'au niveau du Maroc. Et de ce fait, les autorités, les gouvernements de ces pays de présence n'ont pas eu à prendre des restrictions aussi importantes que chez nous, et donc l'activité bancaire a été moins affectée dans ces pays de présence, ce qui explique que la contribution du résultat net part du groupe réalisé à l'international, et notamment en Afrique, représente une quote-part beaucoup plus importante du résultat 2020 qu'en 2019. C'est pratiquement 41% du résultat qui provient de ces activités africaines. Donc, on va passer maintenant pour faire un point sur tout ce qui est risque et solvabilité. Alors, dans ce contexte de crise, sans surprise, on a observé une hausse de la sinistralité, donc des créances en souffrance. Cette aggravation de la sinistralité se démontre à travers l'évolution du portefeuille des défauts. Donc on est passé de 70 milliards de dirhams de créances en souffrance, soit un taux de sinistralité de 7,5, à 79,7 milliards de dirhams à fin 2020, donc ce qui fait un taux de sinistralité de 8,2%. Donc ça fait à peu près 10 milliards de dirhams de créances en souffrance qui se sont ajoutées sur cette année compte tenu des premiers effets de la crise. Alors, en ce qui concerne la couverture par les provisions, c'est ce que vous voyez dans les barres en rose. Donc la couverture par les provisions par les banques, elle aussi a augmenté, comme on l'a vu dans la rentabilité. Et là, vous voyez les provisions spécifiques, c'est-à-dire les provisions qui couvrent les crédits en souffrance. Ces provisions sont de 54,8 milliards de dirhams, ce qui est un taux de couverture de 69%. Ce taux est resté stable sur l'année 2020, donc c'est une bonne couverture du risque, mais qui ne tient pas compte des provisions dont j'ai parlé tout à l'heure, des provisions pour risques futurs. Ces provisions-là viennent en sus des 54,8 milliards de dirhams. Donc ça, c'est un petit peu pour la qualité des actifs et la sinistralité. Maintenant, en termes de concentration du portefeuille. Alors, la concentration du portefeuille des banques, et là, on vous l'expose en regardant un petit peu combien représentent les encours vis-à-vis de ce qu'on appelle les grandes expositions de crédit. Les grandes expositions de crédit, ce sont les expositions qui dépassent 5% des fonds propres des banques. Eh bien, ce qu'on peut constater, c'est que ces grandes expositions de crédit, elles représentent 2,4 fois les fonds propres des banques. C'est pratiquement le même niveau que l'année dernière. Il n'y a pas eu de changement dans la concentration des portefeuilles. Et c'est un niveau qui est largement moindre que ce qu'on observait il y a 10 ans, où on était à plus que 3,5 des fonds propres. Donc on a eu tendanciellement une baisse de la concentration du portefeuille des banques au fur et à mesure que les fonds propres ont augmenté, au fur et à mesure que des stratégies et des politiques de diversification vers la PME et vers la TPE et vers les ménages se sont déployées. Alors, en ce qui concerne les ratios prudentiels, sur la liquidité. Donc sur la liquidité, en bas à gauche, nous avons mis le coefficient de liquidité à court terme des banques. Alors ce coefficient de liquidité, qu'est-ce qu'il dit? Il dit comment les banques couvrent les sorties de trésorerie sur un mois en cas de stress. Donc combien elles ont d'actifs liquides à leur disposition pour couvrir des sorties imprévues de trésorerie pendant un mois dans des conditions de stress. Eh bien, ce que vous dit ce ratio, c'est qu'elles ont 164%. Donc, elles ont elles ont suffisamment d'actifs liquides pour couvrir un choc de trésorerie qui pourrait durer pendant un mois. Et ce ratio, il est resté confortable pendant l'année 2020. Il y a eu une légère baisse au démarrage de la crise. C'était tout à fait normal, mais il y a eu, bien sûr, la réponse de la Banque centrale qui a injecté toutes les liquidités nécessaires, qui a relâché les exigences en matière de collatéral, qui a renforcé aussi le programme de refinancement, notamment des TPME. Et donc, toutes ces mesures ont permis d'élargir le collatéral et de se conformer pleinement à l'observation du coefficient de liquidité réglementaire.
Alors en termes de solvabilité, vous le voyez, c'est le dernier graphique en bas. Donc vous voyez qu'il y a eu une résilience du secteur sur l'année 2020, puisque notre ratio moyen de solvabilité est autour de 15,7%, donc pratiquement stable, et le ratio de fonds propres de catégorie 1 est à 11,4%. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces ratios-là ont pu être maintenus grâce à un ensemble de mesures. D'abord, il y a eu l'octroi, donc grâce aux mesures du CVE, de prêts garantis par l'État. Donc les prêts qui ont été accordés par les banques étaient en grande majorité garantis par l'État, donc sous-pondérés à 0% vu que c'était un risque souverain. Une quote-part, bien sûr, est supportée par les banques. Il y a également la mesure de la Banque centrale dont on parlera tout à l'heure en ce qui concerne la suspension de la distribution de dividendes, qui ont permis donc à ce que cette résilience soit confortée et consolidée. Voilà un petit peu pour les chiffres. Donc là, on va attaquer, si vous le voulez bien, des sujets plus qualitatifs et on va un petit peu faire le point sur comment la gestion de la crise a pu se faire et les différentes réponses qu'on a pu donner dans ce contexte très exceptionnel. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que la réponse de Banque El Maghreb à la crise a été d'abord une réponse réactive et rapide. C'est important de le souligner. C'est une réponse aussi qui a été plurielle. Donc elle a couvert l'ensemble des composantes et des missions fondamentales de la Banque centrale, que ce soit en termes de mise à disposition de la monnaie fiduciaire, que ce soit en termes de politique monétaire avec la baisse importante du taux directeur, une baisse inédite de 75 points de base au taux le plus bas historique de 1,5%, et les mesures de gestion de liquidité dont j'ai parlé tout à l'heure, que ce soit en termes de réglementation prudentielle, et je vais davantage préciser ce point ultérieurement, que ce soit en termes d'accompagnement dans la conception des mesures de soutien public et des mesures décidées par le CVE. Donc la Banque centrale était présente, représentée par le gouverneur de la Banque centrale dans le CVE. Donc il y a eu tout un travail de réflexion, d'accompagnement, de préparation des mesures, mais aussi de suivi dans l'opérationnalisation. Et il y a eu des mesures spécifiques pour accélérer le digital dans les services financiers. Ça aussi, on aura l'occasion d'y revenir. Des mesures qui concernent le renforcement de la protection du consommateur, la conduite d'études d'impact de la crise sur les secteurs bancaires et une adaptation de notre surveillance et de nos contrôles pour essayer de prioriser les risques les plus importants dans le contexte. L'objectif de toutes ces mesures et de ces domaines d'intervention, ils sont pluriels. D'abord, il fallait assurer la continuité des services bancaires pendant cette crise-là, qui pourtant était extrêmement impactante en termes de restrictions sanitaires. Il fallait assurer et contribuer au soutien des emprunteurs affectés par la crise, à appuyer le financement de l'économie, à satisfaire les besoins de liquidité bancaire, mais aussi à contribuer à lutter contre la propagation du virus et à ne pas oublier, dans toutes ces mesures de soutien, à assurer la résilience et la stabilité bancaire. C'est aussi une de nos missions fondamentales qu'il fallait avoir en équilibre dans ces différentes gammes de mesures. Alors je vais davantage préciser ce que nous avons fait sur le plan prudentiel, et qui sont donc des mesures qui ont visé à accompagner l'écosystème bancaire et à préserver sa solidité. Donc en termes de liquidité prudentielle, déjà, ce que nous avons dit aux banques dès le démarrage de la crise, c'est qu'on les a autorisées à ne pas observer le ratio de liquidité pendant une période de 3 mois. Donc cet allègement avait pour but de ne pas restreindre l'offre de crédit par les banques et de permettre à ce qu'il y ait temporairement un non-respect, le temps que les mesures se mettent en place pour donner toute la liquidité nécessaire. Et ça a permis, je dirais, de rassurer le secteur bancaire, de rassurer les marchés financiers. Et donc, c'est une mesure qui a pris fin en juin 2020, dans la mesure où on avait dépassé cette phase de tension sur la liquidité. Donc, le deuxième domaine, ça concernait la solvabilité. Et là, nous avons décidé donc de relâcher
50 points de base des ratios minimums de fonds propres, là aussi dans un objectif d'accompagner le financement de l'économie et de ne pas entraîner de restrictions dans le crédit à travers donc cette mesure qui a pour échéance juin 2022. L'autre dimension ou axe de notre intervention a concerné le provisionnement des créances. Et là, ce que nous avons demandé aux banques, c'est quand vous évaluez la capacité de remboursement d'un client, il faut le faire en prenant en compte son profil de remboursement à moyen terme, c'est-à-dire une fois que cette crise va passer, et non pas aujourd'hui même, tenant compte de l'effet de la crise, tenant compte de l'arrêt de l'activité partielle ou totale. Et ça change évidemment la façon de voir les choses parce qu'on ne déclasse pas de manière intempestive des créances, mais on essaye d'avoir une vision plus à moyen terme du profil de risque. En parallèle, pour des besoins de résilience, on a demandé aux banques d'avoir un provisionnement préventif qui, lui, est général et qui devrait couvrir ce risque éventuel futur. Enfin, donc, pour le secteur bancaire, il y a eu également la mesure que vous avez suivie qui concerne l'appel à suspension temporaire sur le résultat, à l'appel à suspension temporaire de la distribution de dividendes sur le résultat de l'année 2019. Nous étions dans une conjoncture incertaine. Il n'y avait aucune visibilité au moment où cette distribution allait se faire, c'est-à-dire courant mars, avril, mai de l'année dernière. Donc, nous avons appelé les banques à suspendre cette distribution, le temps d'y voir plus clair. Et c'est pour ça que ce n'est que la fin de l'année 2020 que nous avons examiné au cas par cas les projets de distribution de dividendes des banques, tout en les amenant à renforcer un maximum leurs fonds propres à travers notamment des émissions spécifiques dans ce domaine. Pour l'année 2020, nous avons fait le choix de demander aux banques de soumettre leurs projets de distribution à la Banque centrale avant de les soumettre à vote de résolution des assemblées générales. Donc, à part le secteur bancaire, nous avons pris aussi deux autres mesures qui concernent deux autres secteurs, à savoir le crédit bail et le microcrédit. Donc, en ce qui concerne le crédit bail, la mesure que nous avons décidée, c'est une mesure qui concerne l'autorisation de suspendre les dotations aux amortissements pour les crédits ayant fait l'objet de moratoire. Comme vous le savez, une fois qu'un bien donné en crédit bail donne lieu à une suspension du contrat de leasing, eh bien, l'entreprise, ou plutôt la société de financement, continue à constater des dotations aux amortissements, ce qui va avoir un impact très négatif sur ses résultats, mais qui ne reflète pas la réalité économique du contrat qui, lui, s'est arrêté. Donc, nous avons permis aux sociétés de suspendre temporairement la dotation aux amortissements tant que le contrat est resté suspendu, le contrat de location est resté suspendu. Pour le microcrédit, sachez que c'est un secteur qui a aussi connu un impact important du fait de la crise, compte tenu de la vulnérabilité de la population qui a recours au microcrédit. Donc, qui sont des activités génératrices de revenus. Et donc, ce que nous avons fait, c'est que nous avons considéré qu'il fallait donner du temps à ces populations vulnérables pour reprendre, je dirais, après les effets de la crise, et donner aussi le temps aux associations de microcrédit de les accompagner après ces effets. Et donc, on a assoupli et allongé les règles en matière de déclassement et de provisionnement pour ce secteur spécifiquement. Et il y a une échéance pour fin juin 2022 en ce qui concerne cet assouplissement. Alors voilà un peu pour ce qui est prudentiel. Pour ce qui est du digital, on mentionne ici que, je pense que tout le monde le sait, la pandémie a montré l'importance d'accélérer la digitalisation des services financiers. Et nous avons très vite compris qu'il fallait promouvoir pendant la période du confinement le paiement mobile et l'ouverture de comptes à distance. Donc nous avons adopté un certain nombre de mesures pour favoriser ces deux modes de transaction. Donc, en ce qui concerne le paiement mobile, nous avons allégé
le processus d'ouverture de compte de paiement de niveau 2, qui est un compte de paiement plafonné à 5 000 dirhams, de sorte à ce qu'il puisse se faire à distance, uniquement sur la base du numéro de téléphone et d'une copie numérisée de la carte nationale d'identité électronique. Donc ça, c'était pour éviter que les personnes aillent à se déplacer au niveau du réseau physique et pour éviter donc cette propagation du virus. Également, pour enrôler davantage de commerçants, nous avons assoupli les conditions d'enrôlement à travers un allègement des pièces justificatives qui doivent être remises à l'établissement de paiement pour pouvoir être enrôlés. Et notamment là, on a ciblé tous les commerçants, les petits commerçants de proximité qui ne sont pas inscrits au registre de commerce et qui ont simplement un numéro de patente. Donc ceux-là, ils peuvent être enrôlés uniquement à travers ce numéro de patente et une copie de la carte nationale sans exiger davantage, je dirais, de documentation. Et là aussi, c'était dans l'objectif d'accélérer cette capillarité et l'extension du réseau des commerçants. Pour l'ouverture de comptes bancaires et de paiement en ligne, ce que nous avons fait, c'est que nous avons édicté une lettre circulaire de Banque al-Maghreb courant le mois d'avril de 2020, donc pendant le confinement général, de sorte à permettre l'ouverture de comptes bancaires et de paiement en ligne à destination des personnes physiques. Et l'objectif de cette lettre circulaire, c'est qu'elle définit quelles sont les exigences en termes d'utilisation de technologies d'identification à distance, d'outils de vérification des documents à distance, quels sont les contrôles et les risques qui peuvent être associés à ce processus et comment les banques vont les atténuer, et aussi le respect de la protection des données à caractère personnel. Et là, on a travaillé de manière très collaborative et en grande proximité avec la CNDP, la Commission nationale de protection des données personnelles, qui a d'ailleurs publié une délibération spécifique sur l'ouverture de comptes en ligne. Voilà, alors maintenant nous allons arriver un petit peu à tout ce qui est évolution légale et réglementaire. Cette année 2020, quand bien même c'était une année de crise où nous avons dédié une grande partie de nos efforts à la gestion de cette crise, à la prise de mesures, au suivi de ces mesures, il y a eu des réformes légales qui ont été structurantes pour le secteur bancaire, qui ont pu être finalisées courant de cette année, mais qui ont été adoptées courant de l'année 2021. Là, on a cité quelques-unes des plus importantes. Il y a eu l'amendement de la loi bancaire, qui a introduit quelques aménagements sur lesquels on pourrait revenir. Il y a eu la réforme de la loi relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement de terrorisme, qui était une réponse à une demande du GAFI dans le cadre de l'évaluation qui a été faite du Maroc en 2018, et donc qui est venue introduire un certain nombre de requêtes en conformité avec les normes internationales. Il y a eu la réforme de la loi relative à la microfinance qui va donner une nouvelle impulsion à ce secteur en introduisant de nouveaux acteurs qui seront des acteurs habilités à collecter de la micro-épargne et qui auront un statut d'établissement de crédit soumis à une réglementation prudentielle complète, ainsi qu'une personnalité morale de société anonyme. Et il y a eu la loi relative au financement collaboratif, autrement bien plus connu sous le nom de crowdfunding, qui va permettre également de donner un nouvel instrument de financement de l'économie à travers un processus désintermédié. Alors, à part le cadre légal qui a évolué, nous avons toute une série de réformes réglementaires qui étaient prévues pour l'année 2020, qui ont dû être décalées du fait de la survenance de la crise et qui ont été adoptées au premier trimestre 2021. Donc, ces réformes ont concerné plusieurs domaines. Il y a le domaine prudentiel, il y a le domaine de la vigilance et de la lutte contre le blanchiment de financement, la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement de terrorisme. Donc, en termes de solvabilité, les éléments les plus importants à retenir, c'est qu'il y a eu un assouplissement du traitement des prêts accordés par les banques aux PME. Donc, la pondération de risque qui est appliquée par les banques aux PME a été revue à la baisse
en cohérence avec l'évolution attendue des normes internationales. Et ça, c'est une impulsion ou un assouplissement qui va être de nature à renforcer l'exposition des banques sur la PME, puisque les exigences en fonds propres seront moindres. Deuxième mesure également d'incitation, ça concerne le traitement des actifs logiciels des banques. Alors, comme vous le savez, les actifs logiciels, ou peut-être il faudrait que je le précise, les actifs logiciels des banques sont considérés comme étant des non-valeurs. Donc, elles ne sont pas cessibles, elles n'ont pas une valeur de marché. Donc, on considère d'un point de vue prudentiel qu'elles doivent être déduites des fonds propres. Donc, le changement, c'est qu'au lieu d'être déduit des fonds propres et avoir un impact important, on le déduit de manière progressive. Donc, il y a un amortissement prudentiel de ces actifs logiciels. Et cet amortissement va permettre finalement de réduire l'impact des investissements des banques dans le numérique, dans la digitalisation, dans les technologies, et ce qui donc est une incitation ou une promotion à la digitalisation des services financiers. Autre élément dans la solvabilité, c'est que nous avons ou plutôt déployé le traitement des actifs immobiliers acquis par voie de dation en paiement. C'est une réforme que vous avez suivie avec nous, et donc elle est entrée en vigueur au mois de mars 2021. Donc cette réforme, elle va s'opérer dès cette année pour toutes les nouvelles acquisitions d'actifs immobiliers, et pour le stock qui est détenu par les banques à la date d'entrée en vigueur de la circulaire, les banques disposeront d'une période de 5 ans pour amortir cet impact au niveau de leurs fonds propres. Nous avons également introduit le traitement de certains nouveaux instruments, comme par exemple les OPCI et les instruments de titrisation synthétique, qui sont des nouveaux produits, comme vous le savez, qui ont été introduits dans le marché marocain. Alors, autre réforme importante de cette année, ça a été l'introduction d'un ratio de levier prudentiel. Alors ça, c'est un ratio qui vient compléter le ratio de solvabilité que vous connaissez. C'est un ratio qui rapporte les fonds propres à l'ensemble des actifs et du hors-bilan des banques. C'est un ratio du comité de Bâle que nous n'avions pas jusqu'à maintenant introduit parce qu'il n'était pas prioritaire. Nous l'avons introduit après avoir mené un certain nombre d'études d'impact qui montrent que les banques au Maroc ne recourent pas de manière importante au levier, et d'ailleurs elles étaient largement conformes et largement supérieures au minimum de 3%. Et donc c'est un ratio qui va devoir être implémenté aussi bien sur base sociale que sur base consolidée. Alors, en ce qui concerne le risque de taux d'intérêt, là aussi c'était une des sources de risque qui n'était pas jusqu'à présent encadrée d'un point de vue quantitatif. Donc nous avons adopté une nouvelle mesure de risque quantitative du risque de taux d'intérêt qui est encouru par les banques. Ce ratio, qui est un ratio maximum d'exposition au risque de taux d'intérêt, en fait, il correspond à quoi? Il correspond au fait à réaliser un certain nombre de stress tests sur des scénarios de choc de taux. Et il y a six scénarios de choc de taux, déplacement de taux parallèle de la courbe, quantification, etc. Donc il y a 6 scénarios de choc de taux, et il faut que pour chacun de ces 6 scénarios de choc de taux, les banques ne dépassent jamais un certain niveau de dépréciation de la valeur économique de leurs fonds propres. Dès lors qu'à travers un des stress tests, elles seraient en posture d'être supérieures à ce niveau, il faut qu'elles ajustent leur exposition au risque ou bien qu'elles ajustent leurs fonds propres. Donc les banques ont 3 ans pour se mettre en conformité. Donc on a mis là aussi toutes les études d'impact nécessaires. On a travaillé de concert avec le secteur bancaire à travers une commission qui réunit les banques et la Banque centrale pour adopter toutes ces réformes de manière très fluide et très, je dirais, lissée dans le temps. Alors pour les banques participatives,
il a fallu aussi compléter, je dirais, le cadre réglementaire qui leur est applicable. Donc après la solvabilité qu'on avait mis en place l'année dernière, cette année on a mis en place le ratio de liquidité pour les banques participatives. C'est un ratio qui globalement a le même esprit que le ratio de liquidité des banques conventionnelles avec des adaptations. Et on a donné aussi pour les banques des dispositions transitoires qui vont durer 3 ans pour se mettre en conformité. Alors, une directive importante dans notre stratégie en tant que banque centrale, c'est cette directive sur les risques financiers, climatiques et environnementaux. C'est une directive qui donne un signal très important de la part du régulateur que les banques doivent intégrer de manière formelle dans leur gouvernance, dans leur stratégie, dans leur gestion des risques, la question du changement climatique et la question de la dégradation de l'environnement. Donc ce sont des choses qui, dans notre pays, nous interpellent au plus haut point. Nous sommes dans un pays qui n'est peut-être pas un grand émetteur de gaz à effet de serre, mais nous sommes impactés par le changement climatique en tant que, je dirais, secteur qui dépend donc de l'agriculture, elle-même dépendant de la pluviométrie, secteur, je dirais, qui dépend de l'eau. Et donc, il y a beaucoup je dirais, d'impact qu'on doit être en mesure d'évaluer. Et donc, cette directive, elle va imposer aux banques de se mettre... Alors, ce n'est pas un sujet qui est simple parce que connaître les risques climatiques ou risques financiers climatiques, d'origine climatique, ce n'est pas simple en termes d'incertitude sur l'évolution de la trajectoire climatique au niveau international et au niveau national, comment le climat va devoir évoluer, comment l'environnement va devoir évoluer, comment ces changements vont impacter l'économie, elle-même, comment elle va impacter le secteur bancaire et le secteur financier. Il y a autant de difficultés et de défis importants, mais l'idée, c'est de commencer à intégrer ces paramètres, de comprendre l'exposition au risque. Et typiquement, il faut voir quelles sont les expositions à des secteurs intensifs en carbone, les expositions à des secteurs qui peuvent être aussi, ou des expositions pas nécessairement sectorielles, des expositions géographiques ou régionales ou autres, qui peuvent être dépendantes de changements climatiques et d'événements extrêmes. Et donc, on demande aux banques de se doter d'une gouvernance, d'intégrer le financement vert dans leurs produits de financement, que ce soit en termes de crédit, que ce soit en termes d'épargne, que ce soit en termes d'investissement, et aussi de former leur personnel et de sensibiliser la clientèle. Donc ça, c'est un sujet sur lequel on a beaucoup de choses à faire ensemble, nous en tant que régulateurs et le secteur bancaire en tant qu'opérateur. Donc il y aura très certainement beaucoup de travail sur ce chantier sur les prochains trimestres et les prochaines années. Enfin, dernier texte que je citerai, c'est la directive qu'on a édictée sur le devoir de vigilance à l'échelle des groupes. Donc on a mieux explicité au secteur bancaire qu'est-ce qui est attendu lorsqu'on est un groupe, notamment un groupe transfrontalier, en termes de vigilance. Quels sont les éléments d'échange d'informations, quelles sont les responsabilités de la maison mère, comment le déploiement des procédures doit se faire, qu'est-ce qui se passe si on a, je dirais, des correspondants bancaires qui sont uniformes à travers le groupe. Et donc, ça, c'est une directive qui répond aussi aux recommandations du GAFI, qui nous avait demandé, en tant que Banque centrale, d'édicter davantage d'orientation vis-à-vis du secteur bancaire. Voilà un peu pour tout ce qui est législatif et réglementaire. On va arriver maintenant plus à la supervision. Donc, rapidement, pour vous dire qu'en termes de coordination et de coopération internationale, cette année ne nous a pas empêché de continuer à négocier et discuter avec nos homologues étrangers pour étendre davantage notre périmètre de coopération. Donc il y a eu 2 nouveaux MOU qui ont été signés avec la Banque centrale du Burundi et avec la Banque centrale du Kenya. Et nous avons aussi mis à jour un MOU avec la Banque centrale du Bahreïn. Donc au total, nous avons 19 conventions de coopération qui couvrent 31 pays de présence des banques marocaines à l'étranger sur 35. Donc on a une bonne couverture de la présence transfrontalière des groupes bancaires marocains. Alors en termes de surveillance, comme je l'ai un petit peu évoqué tout au début de mon intervention, nous avons été
évidemment amenés pendant cette crise à nous adapter de manière très très spécifique à la crise. Donc notre mode de surveillance a été révisé pour la circonstance et donc nos priorités aussi ont été revues en conséquence. Et nos zones de priorité, c'était les impératifs de la crise. D'abord, c'était la continuité opérationnelle des services bancaires et comme je l'ai annoncé tout à l'heure, aussi de la circulation fiduciaire. C'était de voir comment il fallait répondre à la crise en termes de mesures de réponse, mais aussi en termes de suivi du déploiement de ces mesures, que ce soit par exemple sur la distribution de dividendes ou que ce soit sur les moratoires de crédit. Il y a eu tout un travail, la mise en place de nouveaux reporting ad hoc, en essayant aussi de dialoguer avec les banques pour voir comment les choses se mettent en place dans ce contexte qui était compliqué sur le plan sanitaire. Nous avons donné aussi une importance primordiale à tout ce qui est veille et coordination. La veille au niveau international, la veille au niveau national, la coordination et l'échange d'informations avec nos homologues étrangers sur la situation des filiales à l'étranger, mais aussi sur la coordination intrasectorielle au niveau marocain, avec l'autorité marché de capitaux, avec l'autorité du contrôle des assurances, avec la direction du Trésor. Nous avons, dans le cadre de ce qu'on appelle la commission de coordination des régulateurs, des réunions à fréquence hebdomadaire. Pendant toute la crise, on se parlait chaque vendredi pour faire le point sur l'évolution de la situation dans nos secteurs respectifs, pour se tenir au courant, mais aussi pour échanger sur les points, je dirais, d'interférence potentielle. Également, c'était très important, c'était de suivre les impacts de la crise sur le secteur bancaire, sur son activité, sur ses risques, sur ses résultats, d'examiner avec le secteur bancaire quels sont les risques prioritaires. Donc on a davantage focalisé cette année sur le risque crédit, le cyber-risque et le risque de blanchiment de capitaux et financement de terrorisme. Et enfin, on a conduit des simulations et réalisé des stress testing avec le secteur bancaire, d'abord en avril 2020, donc très tôt au moment de la crise. Et là, on a demandé avec les banques, on a fait un exercice bottom-up et un exercice au niveau de la Banque centrale. Celui bottom-up, c'était les banques qui l'ont fait à travers leurs propres hypothèses, mais on a demandé à ce que ces hypothèses tiennent compte d'un scénario central et d'un scénario adverse. Et le deuxième exercice que nous avons demandé à ce que l'impact soit étudié sur les différents compartiments je dirais de la santé des banques, le portefeuille, la rentabilité, la solvabilité. Et également, on a fait un deuxième exercice au quatrième trimestre, donc octobre-novembre 2020. C'était un exercice où on a cette fois-ci donné nous-mêmes les scénarios les scénarios à implémenter par les banques. D'une part, un scénario central qui était le scénario du Conseil de Banque El Maghreb de septembre 2020, et on a aussi conçu un scénario adverse que nous avons donc remis aux banques pour qu'ils puissent sur cette base réaliser leur deuxième simulation. Et en même temps, nous avons conduit notre propre simulation macro-stress test au niveau de la Banque centrale. Donc il y a d'ailleurs un troisième exercice qui a été fait en juin et qui va être fait avec les banques incessamment pour avoir des résultats au courant du troisième trimestre. Alors au final, bien sûr, tous nos travaux, comme à l'accoutumée, donnent lieu à des actions correctives de la part des banques, et lorsque cela est nécessaire, quand nos contrôles aboutissent à des sujets d'infraction, on est amené à prononcer des sanctions. Donc cette année, il y a eu 10 sanctions disciplinaires et pécuniaires. Voilà un peu sur la supervision. On va terminer sur le dernier axe qui concerne donc l'aspect protection du consommateur, traitement des réclamations et de médiation, qui est donc un sujet également très important et qui prend de plus en plus d'importance dans notre programme de travail, et qui va continuer aussi à davantage prendre d'importance parce qu'on a lancé, et je vais vous en parler tout à l'heure, tout un ensemble de projets, de chantiers et une stratégie pour une relation mieux équilibrée entre la clientèle et les banques,
pour une meilleure perception par rapport aux services, à la qualité des services bancaires. Et donc, on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure. Alors déjà, un point sur les réclamations et les demandes de médiation. Ce qu'on a pu observer cette année, c'est qu'il y avait certaines typologies de réclamations et de demandes de médiation qui se sont démarquées et qui ont pris plus d'importance dans le contexte de la crise, sans grande surprise, comme on va le voir. Alors déjà, en termes de nombre, vous avez, si vous analysez ce slide, vous avez une première partie en haut qui concerne les réclamations qui sont traitées par la Banque centrale, et en bas, vous avez les dossiers qui sont traités par le centre de médiation bancaire. Donc, pour les réclamations traitées par la Banque centrale, vous voyez que leur nombre il est en baisse. Ça, c'est quelque chose qui est davantage lié au fait qu'on s'appuie sur une synergie avec le centre de médiation bancaire pour lui remettre à traiter les réclamations qui sont dans son périmètre et qui peuvent faire l'objet d'un traitement plus industrialisé et qui s'appuie sur ses moyens opérationnels. Et nous gardons au niveau de la Banque centrale les réclamations qui ne sont pas éligibles à un traitement au niveau du centre de médiation et qui appellent à une action plus directe de la Banque centrale. Donc en termes de répartition par catégorie, vous voyez que 42% des réclamations de cette année sont en relation avec les conditions de crédit. Donc, alors que l'année dernière, le gros des réclamations était lié surtout à des réclamations par rapport au fonctionnement de compte. Donc ça se comprend, les difficultés de remboursement, les difficultés concernant les reports de crédit, concernant les prêts d'Aman, tout ça a donné lieu à des réclamations qui ont été traitées au niveau de la Banque centrale. Alors, en termes de dénouement, vous le voyez, nous sommes à un dénouement qui est aux alentours de 62% en faveur des plaignants. Alors, pour ce qui concerne le traitement des dossiers par le centre de médiation bancaire, à l'inverse, vous voyez qu'il y a une forte augmentation. Donc, on a réussi quand même à améliorer davantage, je dirais, l'impact du centre de médiation bancaire depuis plusieurs années, avec toute une politique qu'on pourra discuter. Et donc, nous sommes à près de 2500 dossiers de médiation bancaire, donc un accroissement de près de 70% du nombre de dossiers. Donc déjà qui fait suite à 75% d'augmentation l'année dernière. Donc vous voyez qu'on est dans une accélération. Et donc ça c'est une bonne chose parce que si on continue sur cette tendance, on va avoir davantage de dossiers qui sont réglés à l'amiable plutôt que des dossiers qui vont en justice. Alors en termes de répartition par catégorie, ce qu'on voit c'est que la principale source, ou plutôt la source prédominante cette année, a été le recouvrement de créances. Et donc là aussi, on est dans une conjoncture qui explique parfaitement ce chiffre-là. Les difficultés de remboursement par les ménages et par les entreprises affectées par la crise ont amené inéluctablement à une augmentation des demandes de médiation sur ce type de médiation. En termes de dénouement, nous voyons que les dossiers qui ont donné lieu à un accord transactionnel par le médiateur sont de 68%. Et l'absence et le non-accord entre les parties étaient aux alentours de 32%. Alors je terminerai donc sur ce slide qui concerne un peu tout ce que j'ai un peu évoqué tout à l'heure et qui touche à la protection de la clientèle. C'est un sujet qui prend de plus en plus d'importance dans notre programme de travail, comme je l'ai dit. Et il y a donc tout un ensemble d'actions et de chantiers qui sont déjà en cours et d'autres que nous avons aujourd'hui intégrés dans notre feuille de route pour les mois et les années à venir. Alors, les différents domaines sur lesquels aujourd'hui on travaille. D'abord, la transparence sur les conditions bancaires. Ça, c'est un sujet très important. Quand on parle de transparence, c'est transparence et accessibilité au niveau des agences, au niveau du site web, au niveau du mobile. C'est tout ce qui concerne la communication et la sensibilisation autour de l'usage des services bancaires. Nous avons constaté parfois, à travers les réclamations qu'on reçoit ou les demandes de médiation, qu'il y a besoin davantage de sensibilisation et d'information sur l'usage des services bancaires, que ce soit le chèque, la carte, le paiement mobile. Donc, de plus en plus,
les banques doivent faire cet exercice et nous-mêmes en tant que Banque centrale, on le fait de plus en plus et c'est prévu qu'on intensifie cette action, que ce soit avec la Fondation nationale marocaine de l'éducation financière ou que ce soit à travers la Banque centrale directement. L'autre sujet important sur lequel on a continué à travailler, c'est la mobilité bancaire. Je rappelle que la mobilité bancaire, c'est le fait pour le client de pouvoir choisir de changer de banque à travers un service qui lui facilite ce transfert. Donc, je rappelle qu'on avait une directive qui a été adoptée par Banque al-Maghreb en 2019. Donc, en 2020, on a travaillé avec le secteur bancaire à décliner cette directive sur le plan opérationnel à travers un document, un guide opérationnel qui a été déployé. Et nous-mêmes, nous avons publié récemment, avec l'aide de notre département de la communication, un guide sur la mobilité bancaire pour expliquer les grandes phases de ce processus. Et nous suivons maintenant, nous avons prévu même des contrôles au niveau du secteur bancaire pour voir si, au niveau pratique, ce cadre-là est bien déployé et si les demandes de mobilité des clients sont traitées comme on a demandé à ce que le soit. Un projet important aussi sur lequel nous sommes en train de travailler, c'est un projet de comparatif des tarifs bancaires et des dates de valeur. Ça, c'est un projet qui vise à stimuler la concurrence au niveau du système bancaire, qui vise à faciliter l'accès aux clients à l'information sur ces tarifs, mais aussi sur ces dates de valeur. Les dates de valeur étant les dates donc, qui correspondent à la date à laquelle l'opération est réalisée comptablement au niveau du secteur bancaire. Donc ce projet aujourd'hui, il avance bien. Nous sommes avec le GPBM dans le cadre d'une commission. Aujourd'hui, le cahier des charges qui définit à la fois les services prioritaires sur lesquels nous avons convenu de commencer le projet de comparateur, plus les termes de référence sur ce que doit apporter ce comparateur ont été finalisés. Il y a eu un premier appel d'offres qui a été lancé pour sélectionner un prestataire qui va construire la plateforme et qui va la maintenir. Il y a un deuxième appel d'offres, parce que le premier a été jugé infructueux, il y a un deuxième appel d'offres qui vient d'être lancé. Et donc aujourd'hui, on est plutôt dans la phase, je dirais, de sélection du prestataire qui va devoir opérationnaliser ce comparateur. Autre axe de travail en matière de protection du consommateur, c'est tout ce qui a trait à la traduction en langue arabe de la documentation contractuelle. Donc il y a des plans d'action que nous sommes en train de suivre avec les banques par rapport à ça. Il y a l'accessibilité digitale, par exemple tout ce qui concerne le traitement des réclamations. Il faudrait que ce soit aussi bien au niveau physique qu'au niveau digital, dans le mobile, dans l'interface web. Il faut qu'on retrouve aussi bien les relevés bancaires, mais il faut qu'on retrouve le relevé des commissions annuelles. Donc toutes ces choses-là, nous sommes en train de travailler pour utiliser au maximum le digital pour faciliter l'accès à l'information, le dépôt des réclamations, l'usage des services bancaires d'une manière générale. Un dossier important, c'est celui des mains levées sur garantie. Donc ça a été toujours aussi un sujet de réclamation. Donc, comme vous le savez, l'année dernière, nous avions adopté une directive de Banque al-Maghreb qui encadre la manière dont les banques doivent délivrer, avec une durée, avec une systématicité de la délivrance dès lors que le crédit est remboursé intégralement, sans attendre que le client vienne fasse cette demande de délivrance, et avec 30 jours pour pouvoir émettre cette main levée, si bien sûr toutes les conditions sont réunies en termes de remboursement, en termes de paiement, si jamais il y a un paiement de frais de notaire sur la main levée. Et donc, ce que nous avons fait, c'est que nous avions donné aux banques un délai de mise en œuvre qui devait échoir l'année dernière en mai 2020, mais comme c'était tombé en plein dans le confinement général, nous avons donné 3 mois supplémentaires aux banques, donc c'était en août que l'opérationnalisation ou l'entrée en vigueur de la directive a été réellement faite. Et donc ce que nous avons prévu même cette année, c'est de faire aussi des vérifications sur place pour voir comment les banques sont en train de déployer cette nouvelle directive de la Banque centrale. Axe important aussi de renforcement de protection de la clientèle, c'est c'est la promotion du rôle du centre de médiation bancaire. Donc il y a déjà beaucoup de choses qui ont été faites, comme on l'a vu dans les chiffres, l'amélioration se voit en termes de visibilité, de communication,
en termes de sensibilisation, parce que peut-être pas assez de gens connaissent l'existence du centre de médiation. Il faut davantage communiquer et toujours, je dirais, expliquer quelle est la nature et la gratuité de ce service. Et ça permet aussi de gagner du temps dans le traitement des litiges avant que d'aller vers la justice. Voilà, je vais m'en arrêter là. Et je vous remercie de votre attention.